Bâtiment optimisé, une émission proposée par Axéo sur Radio Imo et Radio Territoria. Bonjour, bienvenue à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Bâtiment Optimisé, l'émission Radio Imo qui vous donne les clés pour améliorer la gestion de vos bâtiments. Le sujet du jour, on va s'intéresser à, bien sûr, la réduction des charges en copropriété. Ça passe notamment par l'optimisation de la gestion du chauffage collectif. Vaste sujet, heureusement nous avons en plateau des experts. On est ravi d'accueillir Gilles Frémont. Bonjour Gilles. Bonjour. Directeur de la copropriété pour le cabinet Coraz et président de l'ANGC, c'est l'Association nationale des gestionnaires de copropriété. Bienvenue à vous, habitué du plateau notamment de Radio Imo. À vos côtés, Alexis de Coster. Bonjour Alexis. Bonjour. Vous êtes responsable métier copropriété, gestion locative, location chez Crédit Agricole Services Immobiliers. Bienvenue à vous. Merci. Et enfin, notre expert Axéo, c'est Mathieu Le Drezen. Bonjour Mathieu. Bonjour Fabrice, bonjour directeur commercial donc pour le bureau d'études Axéo. On rappelle que Axéo est un bureau d'études en bâtiment, notamment spécialisé dans la performance énergétique et climatique des bâtiments existants et des copropriétés. Ça tombe bien puisqu'on va parler chauffage. Alors pourquoi on en parle? Tout de suite, le sujet du jour. Le bâtiment optimisé, le sujet du mois. Le sujet du mois, est-il nécessaire de rappeler que nous sommes dans un contexte compliqué, réglementation, mais pas seulement. On a eu la crise sanitaire, on a eu la guerre en Ukraine, des prix qui ont flambé, on parle de plus en plus de sobriété énergétique, bref, on a une certaine pression sur nos épaules, et puis, pour réduire ces consommations, mais parallèlement, eh bien, on a des prix de l'énergie qui ont explosé. Déjà hier, c'était parfois 50% des charges de copropriété. Ça devient de plus en plus compliqué. On a vu certaines copropriétés qui étaient vraiment en difficulté avec des nouveaux tarifs qui ont été augmentés unilatéralement. La volonté de maîtriser ou de réduire de charges est de plus en plus importante et on le sait, ces systèmes dits CVC, donc chauffage, ventilation et climatisation, même si la partie climatisation, notamment dans le nord de la France, notamment sur les capitales, bon, on en parle un petit peu moins, eh bien c'est vraiment un enjeu. Les chaudières, la gestion, c'est un sujet d'étude qui va être de plus en plus important et qui préoccupe bien sûr les gestionnaires de copropriété. Alors comment mieux maîtriser le sujet du chauffage collectif? Comment optimiser la gestion de mes installations? Comment vérifier mon contrat? Comment réduire mes charges tout en augmentant la qualité de service? C'est ce qu'on voit tout de suite avec nos experts. Le bâtiment optimisé, le décryptage des experts. On démarre avec vous, Mathieu Le Drezen, Axéo. Si je vous demande le b.a.-ba du chauffage collectif en copropriété, qu'est-ce qu'il faut connaître? Quelles sont les bases indispensables à connaître avant de commencer? Alors, il faut déjà savoir que le chauffage collectif, c'est donc un système qui va être partagé pour la copropriété. Donc, la grande différence, c'est qu'on ne fait pas ce qu'on veut. Voilà, donc, on doit vraiment fonctionner en collectif, donc tous ensemble. On va avoir un système de production souvent de chauffage qui peut être couplé avec de l'eau chaude sanitaire, qui va être traité avec également donc des réseaux, du matériel technique, pompes, vannes, etc., et qui doit être entretenu donc, par un mainteneur, en général qu'on appelle un exploitant de chauffage, selon un format de contrat établi. Alors il y a des obligations réglementaires, il y a le fameux contrat qu'on appellera le P2, P3, donc le P2 c'est le minimum obligatoire, je fais la maintenance, le P1 c'est la fourniture, le P3 c'est quand j'inclus des travaux, donc des remplacements de pièces plus complètes. La contrat de maintenance, pluriannuel, ça s'étale sur plusieurs années? Oui, en général, c'est des contrats qui varient. Aujourd'hui, on a tendance à aller sur des contrats un peu plus courts qu'à une période, mais à minima, on est sur 5 ans en général, et on peut aller jusqu'à 8 ans et plus. Et la complexité, c'est qu'on est sur un système relativement opaque, c'est-à-dire que globalement, à part un chauffagiste, à peu près personne ne va dans une chaufferie. Il n'y a pas de contrôle obligatoire, sauf sur les chaudières de plus de 750 kg, enfin les installations de plus de 750 kg. Donc ce qui veut dire que déjà, il n'y a pas de regard forcément extérieur, et qu'évidemment, étant sur un sujet relativement complexe, on n'a pas tous la capacité à dire ok, quand je vais avoir l'information d'un exploitant, j'ai la bonne information. Est-ce que mon exploitant m'a donné les bons éléments? Est-ce que le travail est fait correctement? Ça se heurte en plus avec un contexte où le prix de la molécule varie énormément. On est aujourd'hui sur des contrats où on a très peu de contrats avec un prix garanti sur la fourniture d'énergie.
Donc ça fluctue en fonction des marchés, et quand on a de l'explosion comme on a eu à partir de 2022, début 2022, ça peut faire très très mal sur la facture. Ouais, le particulier a vu, a appris ce que c'était que la volatilité sur les marchés. Pour ceux qui ne savaient pas, c'est vrai qu'on avait un prix du kilowattheure assez bien maîtrisé pendant des années, et tout à coup il y a eu une flambée exceptionnelle avec évidemment ce conflit russo-ukrainien. Gilles Frémont, c'est intéressant ce que disait Mathieu, la salle des machines où personne n'a envie d'aller, ça paraît très compliqué. Vous connaissez, vous y allez souvent, ou en tout cas c'est quelque chose à maîtriser. Pourquoi c'est si important justement ces systèmes CVC? C'est un vrai sujet en copropriété. C'est devenu un vrai sujet avec l'inflation des prix de l'énergie, même si le chauffage évidemment a toujours existé, mais auparavant c'était pas vraiment un sujet. L'enjeu pour le gestionnaire de copropriété, l'enjeu pour le syndic, c'est d'avoir, quand on est dans un immeuble avec un chauffage collectif, c'est d'avoir une température, on va dire, agréable, confortable, tout en maîtrisant les charges de chauffage. Les charges de chauffage, c'est deux choses. C'est le combustible, le poste le plus important, donc ça peut être du gaz, du fioul, c'est PCU, et le contrat. Le contrat de maintenance, c'est pas ce qu'il y a de plus cher. Un contrat P2 classique, on est sur du entre 3 000 et 4 000 euros par an avec le prestataire. Généralement, le syndic va travailler avec un prestataire de confiance qui connaît. Ouais. Les chauffagistes, c'est pas ce qui manque. Il y en a. La concurrence est plutôt saine. Ça se passe bien. En revanche, le poste le plus important, l'autre composante, le combustible, c'est devenu un sujet, évidemment, avec la crise de l'énergie. Alors, c'est pas que le conflit ukrainien, c'est surtout la sortie du Covid et le déséquilibre flagrant entre l'offre et la demande de gaz, avec d'autres facteurs, la fermeture, la maintenance des centrales nucléaires, etc. On ne va pas revenir là-dessus, mais le syndic, le gestionnaire est devenu expert en prix de l'énergie, presque un trader, tellement il scrute les cours du marché pour trouver la meilleure offre de fourniture d'énergie. Vous, Gilles, tous les matins, vous regardez le cours spot du gaz, oui, je lis les échos, je me connecte sur BFM Business et je fais mes choix. Non, mais sans la blague à part, c'est vrai que c'est devenu un vrai sujet, et aujourd'hui, on connaît très bien le prix de la molécule, on sait comment elle est composée, la décomposition d'un contrat, et on doit prendre des décisions. Et c'est surtout ça qui est difficile. Ouais. À un moment, il faut décider aussi de bloquer le prix, de dire voilà, on n'a pas tellement de choix, mais il faut anticiper. On ne sait pas de toute façon, quand on parle de volatilité, ça peut monter, ça peut baisser. Avec Seed-Coaster, on est obligé de statuer. C'est la difficulté du moment. Alors, comme le disait Gilles, c'est vrai que le gestionnaire, depuis quelques années, parce que la déréglementation, ça existe quand même depuis quelques années, mais c'est vrai que en tant que gestionnaire de copro, tous les syndics de France, sauf quelques cas particuliers, ne s'intéressaient pas forcément à la facture de chauffage. C'était pas un sujet, que ce soit l'énergie ou l'électricité. Et c'est vrai que chaque gestionnaire a appris à décomposer une facture d'électricité. On a appris qu'effectivement, on avait un coût de la molécule, on a appris qu'on avait des taxes, beaucoup de taxes, on a appris beaucoup sur les taxes. L'ex-TICGN, CSPG, c'est devenu l'AXIS, je crois, de mémoire. On a appris les coûts de distribution, la marge de distributeur. Donc tout ça, ça fait maintenant partie du quotidien. C'est devenu le quotidien du gestionnaire de copropriété. Mais vous avez prise là-dessus, ou c'est quelque chose de fixe, en termes de compréhension d'un sujet qui n'était auparavant qui n'était pas un sujet. Donc il a fallu déjà bien comprendre la manière dont était organisé un petit peu l'ensemble de ces marchés. Et après, effectivement, l'idée c'est une fois qu'on a compris un petit peu le mécanisme, parce que c'est vrai que c'est assez complexe à comprendre, on essaye de prendre des décisions. Mais c'est vrai qu'on n'a pas de boule de cristal aujourd'hui pour décider de quel est le meilleur aujourd'hui prix début 2023 sur ma facture de gaz. Donc on y va forcément parfois avec prudence, et parfois on se sent un petit peu seul auprès de. Alors une question peut-être naïve, mais c'est vrai que on sait qu'il y a l'acheminement du gaz, l'électricité, ça passe par un tuyau, et puis après il y a des concurrents qui se battent pour vous le vendre. Est-ce qu'il y a vraiment des écarts sensibles? Est-ce qu'on peut optimiser? J'imagine que vous connaissez maintenant tous les fournisseurs également. On peut jouer là-dessus, ou finalement on se retrouve avec un prix un petit peu incompressible? Déjà, il y a des contrats à prix fixe, il y a des contrats à prix variable, donc il faut faire un choix. On ne peut pas prédire l'avenir. Quand on interroge les fournisseurs d'énergie et les courtiers, eux nous disent qu'ils n'ont pas de boule de cristal non plus. Si on prend un prix fixe, ça veut dire qu'on s'engage sur 12 mois, 24 mois, 36 mois, mais généralement c'est plus 36 mois, sinon c'est pas intéressant, puisque plus c'est long, plus le prix est dégressif.
Sachant qu'on n'a pas que ces choix-là à faire, il y a aussi, puisqu'on parlait de la problématique la démarche, l'action des gestionnaires, la période à laquelle on va, la période de chauffe, quand est-ce qu'on va rallumer le chauffage, quand est-ce qu'on va l'éteindre, la consigne de température. Là, on a fait des efforts cette année. 19 degrés, ça a été comme tout le monde a essayé de respecter, de mettre son petit col roulé. C'est vrai que quand on baisse, quand on regarde les données, quand on passe de 23 à 19 degrés, on économise 24%, je crois. D'énergie, donc c'est 7% par degré à peu près. La période de chauffe, il y avait le fameux depuis le choc pétrolier dans l'administration 15 octobre, 15 avril. C'est vrai qu'on se base souvent sur cette périodicité. Là, cette année, on a eu de la chance. On a eu un automne très doux. On a rallumé le chauffage que début novembre. Mais dans certains immeubles, ils n'ont pas voulu le rallumer. D'ailleurs, il y a eu des procédures engagées par certains copropriétaires en référé parce que la copropriété avait décidé de ne pas rallumer le chauffage. Et là, on est sur le droit de jouissance du lot. Ouais. Je crois que c'est l'article 26 de la loi de 65 qui dit bien l'Assemblée ne peut, à quelque majorité que ce soit, prendre une décision qui porterait atteinte à la jouissance d'un lot privatif. Donc, sachant que quand on donne une consigne de température, on n'aura pas forcément la même température dans tous les appartements, puisque déjà certains sont exposés nord, certains sont exposés sud, certains sont sous le toit, d'autres sur un pignon. En plus de ça, on a des questions d'équilibrage, de bon équilibrage des réseaux. Le réseau peut être emboué. Il y a peut-être que les vannes, il y a je ne sais pas combien de vannes dans une chaufferie, c'est une chaufferie à vannes. Peut-être que les vannes ne sont pas suffisamment modernes pour pouvoir assurer ces bons équilibrages. Donc il y a tout ça à prendre en compte. Je ne sais pas si je parle tout de suite de l'individualisation des frais de chauffage, les compteurs, les répartiteurs, les robinets thermostatiques, tout ça avec des contrats. C'est d'autres contrats qui viennent se greffer sur le contrat de maintenance avec des sujets sur les répartiteurs de frais de chauffage. Il y a des associations de consommateurs, UFC Que Choisir, qui avaient fait les études, je crois que c'était en 2016, au moment où c'est devenu obligatoire, sur la fiabilité même du répartiteur. Vous savez, ce petit boîtier qu'on pose en applique sur le radiateur. Si vous le posez au milieu, c'est là où il y a les formations de boue, il ne va pas vous donner la même information que si vous le posez en haut, en bas ou en haut. Voilà, énormément de choses à savoir. C'est intéressant, mais pour pouvoir expliquer tout ça, sachant que le volet chauffage, c'est une toute petite partie du travail du syndic de copropriété. Oui, non, ça remet en doute, mais c'est vrai que c'est notre sujet du jour, donc on essaye de voir. Vous avez cité, Gilles, justement le problème, ou plutôt la convention. Alors expliquez-nous, Mathieu, on dit souvent que certains problèmes viennent justement de ces conventions et des contrats de maintenance qui y sont attachés. Vous avez expliqué en début d'émission. On vient à toucher, j'allais dire, au cœur même. Non, c'est un sujet complexe, donc il y a beaucoup de facteurs, mais un des facteurs, on l'a dit, c'est le coût de la molécule. Donc, le marché aujourd'hui est dérégulé, donc on suit les cours. Avant, on avait des tarifs réglementés, donc on savait à peu près où on allait, avec des hausses régulières, mais malgré tout, c'était maîtrisé. Aujourd'hui, c'est dérégulé. L'élément dont on doit se préoccuper, où on se préoccupait très peu, finalement, en réalité, à l'époque, c'est pas de savoir combien je paye ma molécule, c'est de savoir combien de kilowattheures, en réalité, je consomme. Oui. Et quand on a eu des, entre guillemets, mauvaises habitudes, et c'est normal, on avait un coût de l'énergie qui nous permettait de le faire, évidemment, vous aviez des logements qui, malheureusement, n'avaient pas forcément un confort d'usage correct, parce qu'on avait trop chaud, parce qu'on avait trop froid, dû à des problèmes d'équilibrage, dû à du matériel qui n'était pas forcément adapté. Aujourd'hui, la vraie question à se poser, c'est dans le cadre de la conduite de l'installation, donc dans le contrat, qu'est-ce que je vais demander à mon prestataire en termes d'accompagnement et en termes de maîtrise de la consommation. Donc, non pas sur le prix que je paye le gaz, mais combien de volume de gaz je vais dépenser à l'année pour obtenir ma température de confort. Le but n'est pas de dire, si je serre toutes les vannes que je coupe tout, évidemment, je ne paye plus rien. Mais par contre, j'ai des copropriétaires qui ne peuvent pas vivre. On va venir vers des problèmes de salubrité, avec de la moisissure, avec de l'inconfort, etc. Donc par contre, il y a une possibilité d'aller vraiment indiquer dans des contrats des températures demandées dans les logements, avec après du relevé. Il y a la possibilité de demander des prestations qui vont être typiquement de l'équilibrage, de la pose de pompes à débit variable, c'est des investissements, mais qui peuvent être extrêmement rentables à partir du moment où vous avez un prestataire qui va, 1, faire les travaux correctement, et 2, faire une vraie conduite d'installation visant à une maîtrise
de la conso. Ça se fait si je en ayant comprends bien, Surtout que sur ces contrats-là, l'exploitant a un intérêt aussi sur le gain. Il est intéressé, réel. tout à fait. Il est intéressé. Si je comprends bien, Mathieu, ça veut dire la que transparence et l'intéressement. on n'est plus sur un volume à délivrer, mais bien, voilà, qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut avoir dans chaque logement. Et c'est vrai, pour faire suite à ce que vous disiez, on a des gens qui peuvent avoir froid, mais d'autres gens aussi qui étaient surchauffés. Et donc là, gabegie, c'est-à-dire on ouvre les fenêtres pour avoir du frais. L'équilibrage, de toute façon, il n'y a pas de recette miracle sur l'équilibrage. C'est toujours, et ça a toujours été, ce sera toujours un débat presque sans fin, sauf potentiellement des travaux très très lourds de rénovation énergétique sur l'ensemble du bâti. Mais c'est vrai que ça pose le gestionnaire de copro, voilà, il est confronté, toutes les fins d'automne et tout le début d'hiver, de toute façon, à l'ensemble de ces questions. Il est pris à partie. Pris à partie. C'est vrai que ça nécessite malgré tout une excellente connaissance de la typologie des contrats, de la manière dont sont organisés, ordonnancés les différents contrats, dont on parlait tout à l'heure, ce que c'est qu'un P1, un P2, un P3, un P4. Donc tout ça, c'est des éléments extrêmement techniques. Pas oublier que nous sommes des généralistes, nous ne sommes pas des techniciens, nous sommes des généralistes. Mais pour autant, il faut connaître le minimum de l'ensemble de ces périmètres. Normalement, on rallume le chauffage quand la température extérieure passe en dessous des 18 degrés, voilà, au plus fort de la journée. Voilà. Donc, généralement, le rallumage, c'est assez sur une période très courte. Passé le 15 octobre, il y a une petite fenêtre de 10 jours où on rallume tout. Par contre, l'extinction du chauffage, ça s'étale un petit peu plus entre le 15 avril et le 15 mai. C'est ce que j'allais vous dire. Là, on est début mai, mais on peut avoir, surtout avec un temps un peu humide en ce moment, un inconfort. Nous, on a tout éteint il y a une dizaine de jours, on a tout éteint. Très bien. Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques justement contractuelles pour ces contrats? Voilà, alors on a compris en amont, il faut fixer, il faut être un petit peu, j'allais dire visionnaire, mais en tout cas savoir ce qu'on veut exactement, enfin le statuer, et ensuite il faut le faire respecter. Est-ce qu'il y a des choses à savoir justement dans ces contrats, Mathieu? Déjà, le premier point, et qui est le point essentiel, que ce soit côté syndic, que ce soit côté copropriétaire, c'est de faire preuve de bon sens et de se poser des questions. C'est-à-dire que simplement, pas partir d'un constat établi que le contrat, il est tel quel, et en gros, on a un prestataire, on peut rien y faire. Voilà. On peut fixer aussi les règles en étant le client et pouvoir challenger les prestataires. Le but étant pas de se retrouver en conflit avec un prestataire, le conflit n'amène en général rien de bon, c'est plutôt de trouver un équilibre et d'avoir un rapport de force qui est justement, qui est à peu près statu quo, entre l'intérêt du prestataire et l'intérêt de la copropriété. Après, c'est au sein du contrat, pouvoir vérifier des éléments. On en a parlé tout à l'heure, l'intéressement. C'est-à-dire que le prestataire ait un intérêt à dire si je fais consommer moins la copropriété dans une plage et dans un confort défini, je suis intéressé, je vais gagner de l'argent. Oui. Puisque la copropriété en gagne, donc j'en gagne un petit peu. Il y a la transparence, notamment quand on a la partie P3, c'est-à-dire que vous avez des pièces qui sont incluses et vous payez une redevance annuelle pour ça. Bon, la transparence, c'est de dire à partir du moment où le prestataire remplace des pièces, il me dit ce qu'il a remplacé, il me dit combien il les a payées et combien ça défalque. Chaque année, effectivement, il doit vous faire un bilan du P3. Exactement. Je ne vous cache pas qu'on ne l'a pas systématiquement. C'est le genre de choses où il faut... En termes de transparence, il faut le demander. Il faut le demander. Voilà. La transparence ne va peut-être pas jusqu'à fournir... Il faut courir après, parfois. Mais ce qu'il faut, en plus, c'est plus même sur des contrats très simples, parce qu'en général, sur un P2, vous avez la petite fiche le mini rapport de visite, parfois qui est fait, parfois qui est pas fait, mais au moins rendre compte de l'année qui s'est écoulée. Carnet d'entretien qui est posé, alors qu'on n'exploite pas, qui n'est pas beaucoup exploité, qu'on ne regarde pas non plus très souvent, il faut se le dire, mais au moins qu'on ait un compte rendu. Alors c'est valable pour le chauffage, mais ce serait valable pour l'ensemble des autres contrats de la période de chauffe écoulée. Et puis dans les bons gestes, alors il y a les petits gestes, on en a parlé tout à l'heure avec l'individualisation. Enfin, évidemment, on ne met pas de serviettes ou de meubles ou de rideaux devant son radiateur. Bon, ça c'est la base. La température, mais il y a aussi la rénovation des chaudières. On n'en a pas parlé, peut-être qu'on peut en dire un tout petit mot. Une chaudière, ça a une durée de vie d'à peu près 30 ans, on va dire 30-40 ans. Voilà, on peut la pousser. Les anciennes chaudières qui étaient beaucoup plus épaisses, des matériaux beaucoup plus lourds, étaient moins performantes, mais elles étaient beaucoup plus durables. Aujourd'hui, les chaudières à haut rendement en condensation sont beaucoup plus performantes, mais moins avec une espérance de vie beaucoup plus courte, puisque c'est des matériaux qui sont beaucoup plus fins, beaucoup plus légers, mais c'est aussi pour ça qu'elles sont plus performantes. Donc aujourd'hui, on est sur des matériaux qui vont durer peut-être 20 ans, 25 ans, allez, 30 ans encore, on peut pousser au maximum.
Mais une rénovation de chaudière, c'est très important, d'autant plus qu'aujourd'hui, avec le PPT, le plan pluriannuel de travaux, et les subventions de MaPrimeRénov', si on inclut un remplacement de chaudière dans un ensemble de travaux, on peut peut-être plus facilement atteindre les fameux 35% d'éligibilité, des gains énergétiques pour bénéficier de MaPrimeRénov', sachant qu'un remplacement de chaudière, ça porte à peu près 18%, 20% de ce gain énergétique. Donc ça vaut le coup. Et aujourd'hui, c'est vrai que beaucoup de chaudières sont en fin de vie. Alors, il y a encore beaucoup de chaudières au fioul. On a encore du fioul. Dans les beaux quartiers, notamment. Et puis, à Paris, je précise, en région parisienne, je précise qu'on a obligation de se raccorder au réseau de chaleur urbain exploité par CPCU en concession si on est à moins de 60 mètres dans la rue d'un réseau de chauffage. D'accord. Bon, ça, c'est bien. Exemple d'action mise en place et de gains obtenus dans les copropriétés. Donc, vous qui êtes devenu trader, Gilles Frémont, vous nous avez dit, donc vous avez bloquer un prix. Alors voilà, je crois qu'il y a un petit engagement d'ailleurs, si ça baisse. C'est pas compliqué. Il y a 2-3 ans, quand on a signé les contrats de fourniture de gaz, quand ils étaient au plus bas, en plein cœur de la crise Covid, du confinement, on était dans les 20 euros, 30 euros du mégawattheure et on s'est engagé pour 2 ou 3 ans. Donc ces contrats-là sont arrivés à terme au plus fort de la crise. On est monté cet été à plus de 200 euros la molécule. Donc là, c'était crise de nerfs sur tous les paliers dans les assemblées générales. Et on est redescendu là au cœur de l'hiver, janvier, février, mars, avril, on est encore dans les entre 50 et 70 euros à peu près la molécule. Les experts nous disent que ça va remonter cet été parce que c'est la loi de l'offre et de la demande, donc ça va à nouveau augmenter et que les hivers prochains seront à nouveau très forts. On en parle de 150 à nouveau à mégawattheure. Donc qu'est-ce qu'on a fait ? Vous avez bloqué les prix. Alors, on a profité entre 20 et 200 à 50, 60. Le trader syndic, qu'est-ce qu'il fait ? Il regarde la courbe et s'il voit qu'il a un contrat, qu'il est en fin de contrat et qu'il doit en signer un autre, il se dit je vais m'empresser de bloquer le prix maintenant. Je vais le bloquer pour 2 ans ou dans 3 ans, sachant qu'on peut aussi, si on a un contrat en cours là actuellement qui se termine que l'année prochaine, on peut quand même signer dès maintenant un contrat au prix de maintenant qui prendra effet au terme du contrat actuel, donc au prix de maintenant. Donc on gèle le prix pour dans 1 an, 2 ans, 3 ans au prix de maintenant. Alors par contre, si dans 2 ans, 3 ans, les prix ont augmenté, là le syndic se fait mousser. Si les prix ont baissé, le syndic, on va peut-être lui demander des comptes. Et tout l'éternel débat entre les prix fixes et les tarifs indexés, c'est pas de botte secrète sur le sujet. On peut, c'est un choix opéré, c'est un choix collectif ou semi-collectif au moins opéré entre le gestionnaire et son conseil syndical. C'est vrai que dès qu'on va avoir des tarifs fluctuants, on a vu ça aussi sur le crédit immobilier. Certains ont pris des taux variables, des taux fixes. C'est un pari et aussi. Sauf que le conseil syndical, quand vous lui envoyez une proposition de contrat en lui demandant de s'engager, généralement il vous répond pas et vous êtes seul au monde à prendre votre décision, sachant que le timing avec l'assemblée générale, et c'est une assemblée générale par an qui va arriver, sachant que les offres sont valables 24 heures. Donc c'est juste pas possible. Donc à un moment donné, c'est ce que je disais dans mon premier propos, le syndic doit prendre une décision. Donc il va quand même consulter le conseil syndical et à la limite, moi je lui dis, sauf avis contraire de votre part, je signe. Ça me permet d'être plus rapide, d'avoir de la fluidité, parce que si je lui demande merci de me faire part de votre accord, généralement il ne vous répond pas, il ne veut pas prendre la responsabilité, ce que je peux comprendre aussi. Bien évidemment. Il nous reste quelques minutes, messieurs, je vous propose de passer aux questions. Le bâtiment optimisé. Axéo vous répond. Les questions de nos auditeurs et vos réponses. Première question, on a beaucoup parlé de la gestion des systèmes et du contrat de maintenance. Le prix de l'énergie augmentant, peut-on renégocier directement le contrat de fourniture, bloquer un tarif ? Je pense qu'on l'a répondu, donc effectivement c'est possible. Et en général, c'est le syndic qui s'en occupe parce que sinon, c'est vrai que c'est difficile de se mettre d'accord à plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines parfois de copropriétaires. Le bouclier tarifaire, tiens, intéressant comme question, bouclier tarifaire pour les copropriétés, ça fonctionne parce que c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé pour les particuliers, mais pour les grands ensembles, comment ça fonctionne ? Oui, il est intégré maintenant directement dans la facture de fourniture de gaz, donc c'est beaucoup plus simple. On n'a plus d'attestation à renvoyer où là aussi, il ne fallait pas louper la date butoir. Les dates, oui. Les dates butoirs.
c'était très compliqué. Aujourd'hui, il est directement intégré dans la facture du fournisseur. Il y a une ligne à voir, bouclier tarifaire, donc il y a plus rien à faire. Mais oui, bien sûr. C'était pareil, ça fait partie parce que de cette nouvelle actualité, ce nouveau décryptage, parce que décrypter alors je sais plus si c'était un décret ou un arrêté sur le bouclier tarifaire. Non, faut être un scientifique. Faut être un scientifique. C'est quand vous avez en face aussi des experts, des exploitants de chauffage qui n'arrivaient pas aussi, ou qui avaient des difficultés de lecture du décret ou de cet arrêté. Ouais. Imaginez la position du gestionnaire. C'était quasiment impossible. Donc c'est vrai qu'on a eu. On a essayé d'apprendre, on s'est Alors quand je dis qu'il est intégré dans la facture, c'est pas forcément tous les fournisseurs. Hein. Certains fournisseurs continuent de vous verser un chèque, ou voire un avoir. Mais évidemment, le plus simple, et c'était la volonté aussi du ministère du Logement et des politiques, c'est que le bouclier tarifaire soit supporté finalement par le fournisseur et qu'il soit directement déduit de la facture. Bien sûr, bon, c'est le cas aujourd'hui. On a parlé de contrat de maintenance, on a une question là-dessus. Je veux renégocier mon contrat de maintenance, je suis syndic bénévole d'une copro, comment faire ? Alors qu'on soit syndic bénévole ou syndic professionnel, la renégo du contrat, elle se fait, comme on disait tout à l'heure, en définissant le besoin, en sachant quel type de contrat on va aller chercher. Donc la question prioritaire déjà, c'est de savoir si on est sur un contrat de maintenance et de conduite d'installation ou si on va y intégrer la fourniture d'énergie. Si c'est un P1 qui est à part, parce qu'il est directement avec le fournisseur de gaz ou de fuel, pas de problème. Si on doit intégrer le P1, faut le notifier. Et ensuite, la définition, le but c'est la définition des clauses en complément de ce qui est réglementairement demandé dans un P2. En plus de ça, après, on va pouvoir échanger avec un prestataire, le tout étant de ne pas se laisser embarquer par le prestataire sur son terrain, c'est-à-dire ce qu'il aura décidé, et de répondre vraiment aux besoins de la copropriété. C'est pour ça que c'est en général un travail qui se fait souvent tripartite entre la copropriété, le syndic et des professionnels, des bureaux d'études parfois qui accompagnent, et les mainteneurs. Oui, puis il peut appeler un courtier en énergie, ou il peut appeler directement les fournisseurs et demander des propositions qui sont valables 24 heures. C'est intéressant justement quand même d'avoir un atout dans sa manche, un bureau d'études, quelqu'un qui vous aide, parce que vous disiez, c'est quand même particulièrement compliqué. Des courtiers, oui, il y a des courtiers en énergie qui sont développés. Si la démarche est individuelle, il y a le site du médiateur de l'énergie, qui est un site d'information grand public qui est plutôt très bien fait. Mais effectivement, sinon, on prend son bâton de pèlerin et puis on va voir les différents exploitants. Comme le disait Mathieu, c'est assez rare d'avoir un BET qui suit l'exploitation du chauffagiste. On est en direct avec le chauffagiste. Voilà. Donc là, on est sur le contrat de maintenance. Après, pour la fourniture d'énergie, il faut bien distinguer les deux. Sauf si on est sur un contrat P1. Là, on peut appeler directement les fournisseurs d'énergie ou passer par un courtier. Très bien, en tout cas, en conclusion, on peut dire que la connaissance est clé. Vous avez beaucoup progressé, messieurs, on a l'impression, sur ce sujet. Vous nous le disiez, un décryptage des taxes, décryptage des fournisseurs, la molécule, vous êtes experts maintenant et même pratiquement des traders pour suivre les prix spot. On a noté, évidemment, de bien faire attention à l'équilibre du contrat, à s'orienter vers des objectifs plutôt que par peut-être comme avant, une fourniture en nombre de calories, etc. Vérifier les éléments, pourquoi pas l'intéressement, c'est-à-dire que tout le monde y gagne finalement gain d'argent si effectivement il y a gain d'énergie, et puis bien sûr toujours cette transparence, parfois on l'a noté difficile à avoir, mais en tout cas qu'il est fondamental de demander. Merci Gilles Frémont, directeur de la CoPro pour le cabinet Coraz, président de l'ANGC, l'Association nationale des gestionnaires de copropriété. Merci à Alexis de Coster, responsable métier copropriété, gestion locative, location chez Crédit Agricole Services Immobiliers, et enfin Mathieu Ledrezen, merci à vous, le directeur commercial pour le bureau d'études Axéo. Le bâtiment optimisé se termine. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission. Le bâtiment optimisé, une émission proposée par Axéo, à retrouver sur les sites et applis de Radio Imo et Radio Territoria et sur toutes les plateformes de streaming.